dans la salle Trinov et on vous présente l'Améthyste une nouvelle fois cette année, mais cette fois-ci sous une toute nouvelle mouture. Donc le firmware a été complètement revu. Donc cette nouvelle version inclut essentiellement une meilleure ergonomie d'utilisation, à la fois sur l'utilisation de tous les jours et également sur le processus d'installation qui aujourd'hui peut être mené d'une manière beaucoup plus simplifiée. C'est un préampli un peu particulier puisqu'il fait préampli convertisseur en entrée et en sortie. C'est une machine qui fait aussi de la lecture de fichiers haute résolution sur réseau. Donc elle utilise le protocole UPnP, plus communément connu sous un compatible DLNA. Voilà, c'est une machine qui embarque un réseau autonome, donc en Wi-Fi, en client et en access point, en point d'accès. Mais vous avez également la possibilité de la connecter par le biais d'un connecteur Ethernet. Donc cette nouvelle version inclut essentiellement une meilleure ergonomie d'utilisation, à la fois sur l'utilisation de tous les jours et également sur le processus d'installation qui aujourd'hui peut être mené d'une manière beaucoup plus simplifiée, puisqu'il y a un guide qui vous accompagne au travers de plusieurs étapes d'installation et qui vous permettent de mettre en œuvre le système de manière assez facile. Donc ça n'est pas tout, c'est une machine qui dispose d'une entrée phono MM. Elle dispose également de l'optimiseur en 5 pièces, que beaucoup connaissent, parce que ce n'est pas la première année que nous sommes là. L'optimiseur en 5 pièces qui est une correction acoustique active. Le principe c'est de faire une mesure des enceintes et de la pièce et d'essayer de s'affranchir des composantes néfastes du système. Ce qu'on écoutera aujourd'hui fait partie des presets par défaut qui sont proposés. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer qu'il est facile aujourd'hui, maintenant avec cette nouvelle version, d'installer un Trinov. C'est vrai qu'avant, on devait essentiellement passer par un installateur agréé, ce qui était quand même pas mal, ça permettait de garantir le résultat. Mais aujourd'hui, on a réussi à le faire par voie logicielle. L'idée, c'est de mieux vous guider au travers du processus d'installation. Pour la démo, tous les fichiers sont des fichiers dématérialisés. Donc l'idée, c'était de proposer un système un petit peu tout en un, une configuration légère, si on peut dire, quand on voit les blocs Nemo, voilà. Et donc en fait voilà, l'idée c'est d'avoir une machine qui est capable de recevoir un flux par le réseau et de le lire tout simplement sur une paire d'enceintes. Une paire d'enceintes, un bloc stéréo ou deux blocs mono, un préampli améthyste suffit à faire de la musique. Bleues sont des larges bandes qui sont distribuées par Madotech et les blocs push-pull à lampe 212 sont des nouveaux modèles qui existaient déjà en single N, qui viennent d'arriver en 300B, qu'on a depuis à peu près 15 jours, donc ils sont en train de se faire. Ils font 150 watts dans cette configuration-là et 40 watts en single N.
Les enceintes qu'on a apportées au salon aujourd'hui sont les Response V2. Dans la gamme Audionext, ce sont les enceintes les plus compactes, même si ce sont physiquement déjà de grandes enceintes. Elles partagent avec toute la gamme d'enceintes la même cellule médium aigu. Le grave est différent selon le modèle d'enceinte. La cellule médium aigu est particulière. Le haut-parleur large bande qui fait le médium aigu, on va dire, donc de 200 Hz à 20 kHz, utilise une technologie qui reste électrodynamique. Ce n'est pas du tout de l'électrostatique. Il fonctionne de façon assez traditionnelle avec une bobine dans un entrefer, comme la très grande majorité des haut-parleurs sur cette planète. La principale différence technologique, c'est qu'il se rapproche d'un AMT, c'est-à-dire Air Motion Transformer, en ce sens qu'au lieu de pousser l'air comme le fait un cône, comme ça, il pince l'air. Alors pour prendre une image, pour comprendre le phénomène, et aussi pourquoi on a une telle vitesse d'exécution et une telle dynamique, il y a une image qui illustre assez bien, c'est on prend dans la main un noyau de cerise, comme ça, et puis avec le bras on essaie de le lancer le plus loin possible. Si on fait très fort et qu'on se fait mal à l'épaule et qu'on met beaucoup d'énergie, on va l'envoyer à 5-6 mètres. Maintenant si je prends le même noyau de cerise, je le prends entre le pouce et l'index, j'appuie, il va partir à 10 mètres et j'aurai fait un effort microscopique, parce que je le pince au lieu de le pousser. Le tweeter agit comme un super tweeter, il est au-delà de 20 kHz et il monte à 45, et le grave fait le reste, c'est-à-dire de 200 Hz, ici jusqu'à 20 Hz. Ici c'est un 30 cm. Alors toutes les enceintes viennent également avec leur processeur. Le processeur est un calculateur dans le domaine numérique qui fait trois fonctions essentielles. La première fonction, c'est le filtre. C'est un filtre qui est calculé en temps réel dans le domaine numérique. Donc c'est le calculateur, le programme, qui fait la séparation entre les fréquences graves et les fréquences médium aiguës. On doit amplifier séparément la voix de grave et la voix de médium aigu. Donc du coup, on est en bi-amplification, si on peut dire les choses comme ça. Donc le processeur fait également l'intégration de l'ensemble du système dans l'acoustique de la pièce, ce qui fait qu'un système Audionext, dans une pièce classique, donnera toujours le même son, à très peu de choses près. On a la garantie de la transportabilité du système, ce que l'on ressent aussi sur les salons, puisqu'on peut être dans n'importe quelle pièce, on a la même écoute. Évidemment, pas si c'est une salle de bain ou une piscine, il faut être raisonnable, mais dans une pièce correcte, on retrouve la même écoute. Le troisième élément que performe le processeur, c'est la fonction préampli, puisqu'il permet de régler les niveaux et il permet de sélectionner les sources. Au salon, nous présentons deux modèles de la gamme TAD Consumer, les Evolution One et les Compact Reference One. Compact Reference One donc, font partie de la gamme référence de chez TAD. Point commun entre ces deux modèles, ce sont les coaxiaux développés spécifiquement par TAD. Sur la Compact Reference One, nous avons un coaxial beryllium pur, 16 cm pour la partie médium, 3 cm pour la partie aiguë. Et pour l'Evolution One, donc, qui était un modèle un petit peu qui découle de la recherche qui a été faite sur les Compact Reference One, nous avons un médium de 14 cm en magnésium
et un tweeter Beryllium de 3 cm équivalent à la Compact Reference One. Donc effectivement TAD a fait sa renommée dans l'univers professionnel et fin des années 90, le groupe Pioneer a décidé que TAD développe une gamme consumer et donc elle a appris les ingénieurs nécessaires pour ça, notamment Andrew Jones qui avait un passé dans des marques réputées anglaises et qui avait travaillé beaucoup sur les haut-parleurs coaxiaux. Et donc ils ont eu en gros 5 ans de développement avant de sortir un premier produit. Ça montre, je dirais, l'esprit japonais et la rigueur japonaise dans la conception d'un produit. Pour moi, le premier qualificatif, c'est le naturel de l'écoute. Une écoute qui est à la fois qui est vivante, tout en conservant fluidité, espace sonore, respect de la scène sonore, mais avec effectivement un côté toujours live et on est toujours dans la musique. Aujourd'hui, on vous présente donc la marque Fostex. C'est la première fois que c'est présenté en Europe et notamment en France. C'est des produits qui sont très demandés à travers le monde, mais la marque Fostex se réserve le droit de distribuer un petit peu comme elle l'entend à travers le monde. La MG250, qui est le plus gros modèle de chez eux, est un modèle qui a reçu la plus haute récompense l'année dernière, en fin d'année dernière, au Japon, avec un Golden Award dans Stereo Sound, qui est la plus grosse récompense que peut avoir une enceinte. Cette enceinte a la particularité, c'est d'être avec des haut-parleurs qui sont en magnésium, entièrement. Donc, il faut savoir que le magnésium est à peu près 4 fois plus léger que l'aluminium, tout en étant beaucoup plus résistant et en n'ayant pas une fréquence de résonance haute qui vient nuire à la lisibilité des aigus. En ce qui concerne le médium, donc on a un médium avec une forme caractéristique de Fostex, qui est en forme un petit peu de tulipe, avec une suspension qui est particulière. On a 2 fois une suspension, c'est-à-dire une suspension qui est inverse d'un côté et positive de l'autre, ce qui fait qu'on a la moitié de la suspension qui fonctionne pour l'extension et l'autre moitié pour la rétraction du haut-parleur, ce qui permet d'annuler complètement la contrainte. Du coup, on a la même résistance quand on est en extension ou en rétraction du haut-parleur. Et pour la section grave, c'est pareil, toujours cette même forme, donc en forme de tulipe, qui empêche les résonances internes, et c'est ce qui permet notamment l'expansion de la musique et la diffusion de la musique à travers la pièce. On l'a vu hier et aujourd'hui on le voit encore. Quand je fais marcher les autres petits modèles qui sont là-bas, qui sont les GX100, même quand vous êtes ici, vous avez un son qui est très très ample. C'est-à-dire qu'elles arrivent à diffuser d'une manière très très large, avec une très très grande spatialisation. On a une ébénisterie qui est en lamellé collé, fait de feuilles de hêtre et d'eucalyptus. Et à la base de cette enceinte-là, on a un diapason qui est monté en dessous de l'enceinte et qui permet d'annuler la résonance interne de la caisse. Le modèle intermédiaire entre les GX250 et les GX200, c'est les GX103, qui est un dérivé des GX100, du fait qu'elles utilisent toute la section aiguë et la section médium, pareil, en magnésium, plus une section grave qui a été rajoutée sur cette enceinte colonne, avec donc 2 boomers de la même construction, avec aussi les mêmes suspensions et la même membrane, de telle manière à pouvoir descendre un petit peu plus bas au niveau des enceintes.
L'ordinateur a ce qu'on appelle une température de bruit. C'est pour nous un vecteur de quantité de bruit électronique local, juste abominable. On va dire c'est une machine à laver, comme si vous voulez écouter de la musique tout à côté d'une machine à laver en essorage. Cette interface, qui elle est connectée sur l'ordinateur, qui est prévue pour manger du bruit, va nous envoyer l'information numérique, c'est des 1 et des 0, je le rappelle, tout aussi simple. Mais on n'a pas l'environnement bruité global qui va perturber les liaisons analogiques derrière. Donc on a le convertisseur HRD DAC pour haute résolution Diver, Digital to Analog Converter. La haute résolution Diver est un procédé utilisé depuis plus de 10 ans en studio pour passer d'un format à un autre. Mathématiquement, on est obligé de diveriser les données. Or, dans tous les convertisseurs du commerce, quelle que soit la technologie, puce, Delta Sigma ou autre, on n'a jamais 24 bits, on n'a jamais 16 bits sur le tâche final. Hein. Donc on est obligé de diveriser. Personne ne le fait. Personne ne l'a fait. Personne ne s'est dit on va essayer de diveriser pour récupérer les micro-détails. Voilà. On a mis en œuvre cette technologie studio qu'on a ramenée au grand public, à prix grand public aussi. Et surtout, le filtrage numérique avancé. Alors on a travaillé pendant plus de 6 ans pour étudier avec des neurologues le système nerveux pour essayer de comprendre la différence fondamentale et simple, basique, entre un vinyle et une écoute numérique. Nous avons réalisé un filtre que nous avons appelé Advanced Natural Digital Filter, qui se comporte totalement aux antipodes de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Pour mémoire, le 8x oversampling, le suréchantillonnage octuple qu'on a tout le monde dans nos poches, dans nos smartphones, qui est incompatible, qui ne nous a pas permis ces 30 dernières années finalement d'exploiter un violon, une masse orchestrale, des détails qu'on a dans la vie humaine. Ensuite, on avait le problème de l'amplificateur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est sur la lampe, on a un rendu chaud, riche en harmonique pair, très chaleureux, sur beaucoup de musique, très plaisant. Mais l'aigu assez écourté, manquant un petit peu de détails de finesse. Le transistor les antipodes, c'est-à-dire on a un aigu relativement propre, sympa, mais bon, dans le grave, on n'a plus rien parce qu'on a une boucle de contre-réaction, et bon, pas de chance, le haut-parleur, à chaque fois qu'on envoie un boom, ben lui, il rend la monnaie de sa pièce, il renvoie le boom à l'ampli, et les amplis à transistor ne supportent pas. On parle souvent des points de découpage des enceintes, on croit travailler sur les enceintes, on ne travaille pas sur les enceintes. On travaille sur le couple enceinte-amplificateur, c'est pas un mythe, à cause de ce retour. On s'est fait plaisir. On produit une petite marque d'enceinte qui s'appelle Grand Cru Audio, qui est équipée de petits parleurs BIFA et d'un ruban dans l'aigu. L'idée, c'est de reculer le tweeter temporellement pour avoir une mise en phase et une mise en temps qu'on ne trouve pas habituellement sur une enceinte traditionnelle. Et on a conçu un filtre qui nous amène une courbe de phase et de temps droite à partir de 500 Hz. 500 Hz à 20 kHz. Une enceinte qui ne brille pas, qui n'amène pas de distorsion. Les enceintes sont fabriquées et assemblées en Italie. Et les filtres sont des filtres très sophistiqués qui permettent vraiment cette mise en temps et en phase vraiment droite. Le HRD DAC, c'est un convertisseur numérique analogique d'assez haut de gamme. Et nous avons voulu, comme dans la tradition des machines d'Agra, être au plus près de la vraie qualité audio, c'est-à-dire celle qui se rapproche le plus possible de la musique que l'on entend réellement quand on va au concert. Donc, nous devions créer un DAC qui soit capable d'obtenir la plus haute qualité possible, extraire avec la définition et le réalisme et surtout la transmission de l'information de l'émotion
la plus fidèlement possible, sans rajouter une quelconque information, sans tronquer le signal. Et puis, il y a un autre phénomène qui arrive aujourd'hui, c'est la musique dématérialisée. La musique dématérialisée, quelquefois, et maintenant de plus en plus souvent, les gens ne veulent plus de mécanique pour lire du CD. Nous avons préféré construire une machine qui a une fonction, c'est la conversion numérique vers l'analogique. Et après, l'utilisateur va mettre en place le matériel nécessaire pour le player. Nous avons tout fait pour la durabilité de cette machine. Nous pouvons lire quasiment tous les formats, c'est même pas quasiment, tous les formats PCM, de 44,1 kHz à 384 kHz, et nous pouvons lire les formats DSD au format DSD et DSD à 2 fois la fréquence d'échantillonnage. Je suis personnellement contre le suréchantillonnage, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quelque chose de rajouté, comme une espèce de surdéfinition, et puis au bout d'une dizaine de minutes on s'ennuie. Ne pas utiliser ce suréchantillonnage, ça pose énormément de problèmes. Pour moi, ce qui compte, c'est d'être au concert, donc avoir les interprètes parfaitement à leur place dans l'espace. Si on touche au timing, la position du régime transitoire, des éléments qui composent tout le régime transitoire, par rapport au fondamental, on se retrouve avec quelque chose de tronqué. On se retrouve avec une image qui est fausse ou inexistante. Nous avons décidé d'essayer de chercher un ingénieur extérieur avec qui nous allions travailler en collaboration. Il s'agit d'Andreas Kor. Andreas Kor, c'est le créateur des appareils hi-fi de haut de gamme Playback Design. C'est un type qui a participé à la création de la norme du SACD, du format DSD. C'était la personne qu'il nous fallait. En gros, lui pouvait aller beaucoup plus loin sur la partie traitement numérique, en faisant un travail spécifique pour Nagra, poussant au maximum de ce qui pouvait être fait de son côté, et Nagra pouvait travailler sur toute la partie analogique et toutes les alimentations pour effectivement être à cette même hauteur de qualité. C'est ce qui s'est passé. Donc nous ne faisons pas de serveur audio, nous ne faisons pas de streamer, nous faisons ce qu'on appelle nous un lecteur de réseau. Pourquoi? La première chose, la quasi-totalité, pas tous, mais quasiment tous, les serveurs audio qu'on vous présente dans la presse, dans les magasins et chez certains constructeurs sont en fait des ordinateurs déguisés. À la base, c'est un ordinateur. Carte mère, microprocesseur, élément de découpage. Donc ça veut dire très pollueur. Enfin, la musique haut de gamme, c'est pas bon. Ce lecteur sait lire tous les fichiers audio classiques haut de gamme, jusqu'au 2492 PCM. Beaucoup de machines lisent du DSD, excusez-moi, et le transforment tout de suite en PCM pour des raisons logistiques et des applications des circuits. Mais on travaille DSD sur DSD. C'est une machine réseau, comme je vous le disais tout à l'heure, donc vous pouvez en mettre plusieurs chez vous. Comme on pourrait faire du multi-room, vous pouvez en mettre 1, 2, 3, 4, 5 chez vous. C'est une machine que l'on vend sans logiciel. Pourquoi? Quand vous achetez un serveur audio ou un streamer, vous avez automatiquement une application qui a été faite par le constructeur de la machine. Et donc, quand vous achetez la machine, vous avez l'application du constructeur. Si l'application est buggée, si l'application dessous, vous ne l'aimez pas, si elle a une fonction qui manque, etc., ben c'est tant pis pour vous. Là, vous avez une tablette, vous avez un GSM, ça peut être de l'Apple, ça peut être de Microsoft, ça peut être de l'Android, c'est ce que vous voulez, il n'y a aucun problème, ça marche avec vous.
Donc effectivement, c'est devenu plus difficile de trouver ces platines, ça veut dire le prix sur Internet a augmenté, la qualité a plutôt baissé. Bon, nous avons une source, c'est quand même une platine qui était vendue à plus de 90 000 exemplaires, et nous estimons qu'il y a environ encore 40 000 qui sont quelque part échappés à la destruction. Et donc depuis 10 ans exactement, nous avons commencé à développer des pièces pour le rétrofit et l'amélioration de cette fameuse platine, qui est une pièce d'histoire de l'ingénierie suisse et de la tradition aussi mécanique suisse. Et nous pensons que c'est vraiment une platine qui mérite qu'on s'en occupe. En règle générale, on commence avec une révision totale pour la mettre à l'état de neuf, de fonctionnement de neuf. Et ensuite, il y a des possibilités de rétrofit avec d'abord le plateau principal en fonte de fer magnétique. Ensuite, nous avons d'autres pièces pour améliorer le rapport signal-bruit et la sonorité en général, réduire les distorsions, qui sont le support-bras, qui sont le sur-plateau. Dans beaucoup de cas, il s'avère nécessaire, dans la plupart des cas, de changer les pièces en caoutchouc, c'est-à-dire les champignons de suspension, les suspensions moteurs, souvent la courroie, et dans des rares cas aussi la roue à friction. Donc toutes ces pièces sont aujourd'hui disponibles. C'est on peut dire le modèle le plus abouti dans l'histoire de Thorens. C'est celui où les ingénieurs ont passé le plus de temps. Et quand on étudie aussi la construction, on voit que ce n'est pas quelque chose qui a été vite fait comme ça au hasard, mais que c'est vraiment un engineering de plusieurs années pour arriver à cette performance-là. Nous, on s'occupe juste de quelques possibilités d'améliorer encore davantage, respectivement d'éliminer les dernières faiblesses de cette fameuse machine. Pour moi, justement, cette cellule, on entend beaucoup plus la musique et beaucoup moins le bruit de surface qu'avec d'autres cellules. Ceci dit, il est probablement possible de trouver encore un petit peu mieux, mais à quel prix? Ça veut dire au prix de surtout capter tous les défauts qu'il puisse y avoir, l'usure du disque, la poussière, les résidus de pressage, etc.